Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer. Voilà, c'est bon. Donc, on va regarder ensemble rapidement les principaux enseignements de cette enquête réalisée très récemment auprès des dirigeants d'entreprises françaises étrangères implantées en France, avec trois parties essentiellement. Une première partie qui porte sur l'attractivité de la France, les politiques gouvernementales et les attentes des chefs d'entreprise. Une deuxième partie qui va porter principalement sur l'image de la France à l'international et finalement donc la question des politiques d'inclusion pour la troisième partie en entreprise, où on en est et justement quelles sont les volontés d'aller plus loin dans ce domaine. Donc on va tout de suite passer, si j'arrive à le faire, normalement, oui, c'est bon. C'est là qu'il faut porter, mais moins. Donc on va tout de suite passer à la première partie donc, de cette enquête qui porte sur la question de l'attractivité. Je suis désolé, mais j'ai un petit souci technique, voilà. Alors, premier indicateur, donc, et un indicateur central de l'enquête, où on en est aujourd'hui, d'après les dirigeants, en matière d'attractivité. Est-ce que la France est ou pas un pays attractif pour les entreprises? Vous le voyez, les résultats sont très clairs, sans appel. 84% des dirigeants considèrent que oui, la France est un pays attractif, contre seulement une minorité qui pense le contraire. Si vous regardez sur la droite, vous allez voir l'évolution de cet indicateur depuis la mise en place de ce baromètre. Les résultats, là encore, sont très clairs. Il y a une inversion claire de tendance à partir de 2017. Cette inversion de tendance se confirme année après année et elle se confirme encore une fois cette année avec une évolution de plus 10 points, malgré un contexte compliqué, mais qui se confirme donc cette attractivité avec plus 10 points par rapport à l'an dernier. Alors pourquoi la France est aujourd'hui un pays attractif? Et évidemment, c'est principalement parce que les dirigeants ont le sentiment, c'est leur perception, que les réformes engagées par le gouvernement depuis 2017 vont dans la bonne direction. Là, pour le coup, c'est unanime, 98% le pensent, et on a, là encore, une rupture à partir de 2017, avec une confirmation, voire une évolution encore à la hausse cette année, plus 3 points. On ne peut presque plus aller plus loin. C'est clair, on va, pour les dirigeants d'entreprise, dans la bonne direction en matière de réformes engagées par le gouvernement. Alors sur la question du rythme, évidemment, qui est aussi un enjeu, on en parlait tout à l'heure, un enjeu central, les avis sont plus partagés. La moitié, on va dire, pratiquement des dirigeants considèrent que le rythme n'est pas assez rapide, et l'autre moitié considère que c'est le bon, seulement 2% considérant que ça va trop vite. Donc très partagé, en gros 50-50, pas assez vite, c'est le bon rythme, et vous voyez que par rapport à l'an dernier, il y a une petite évolution avec une hausse de 13 points de ceux qui considèrent que le rythme est bon. Sans doute une prise en compte du contexte actuel qui peut justifier cette évolution, puisque pour avancer dans les réformes, évidemment, il faut tenir compte du contexte global, économique et social, comme on en parlait tout à l'heure. Alors, sur les réformes en particulier, une première est fondamentale, celle de la réforme du Code du travail. Quel est l'impact de cette réforme en termes d'emploi ? Vous le voyez, 37% des dirigeants considèrent que cette réforme du Code du travail a permis de créer des emplois dans leur propre entreprise. Il y a une petite baisse par rapport à l'an dernier, mais c'est sans doute parce que l'effet d'annonce initiale crée beaucoup d'enthousiasme et évidemment, avec le temps, cet enthousiasme se tasse un tout petit peu. On veut passer à autre chose, à l'étape suivante, contre seulement une toute petite minorité, 6%, qui estime au contraire que l'impact de cette réforme est négatif en termes d'emploi, mais c'est une toute petite minorité. L'avis des dirigeants d'entreprise sur l'ensemble, de façon plus générale, l'ensemble des mesures adoptées
ou sur le point d'être adopté par le gouvernement est très positif. Vous le voyez, il y a plein d'indicateurs qui sont testés, vous aurez l'occasion de regarder plus dans le détail, mais vous voyez que pour la totalité, pratiquement la totalité des mesures testées, l'impact de ces mesures est considéré comme très positif pour l'attractivité de la France. En particulier, c'est sûr, c'est la mesure phare, la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés. Vous le voyez, 94% d'impact positif sur l'attractivité, 69% en bleu foncé tout en haut, un impact très positif, un impact positif très important, c'est un chiffre très fort, mais il y a tout un ensemble de mesures à la fois fiscales, mais aussi des mesures sociales qui ont été testées, comme par exemple la réforme de l'assurance chômage ou la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Là encore, ce sont des mesures qui sont jugées de façon favorable, voire très favorable, en termes d'impact sur l'attractivité de la France. Alors, on en parlait tout à l'heure, évidemment dans tout ça, il y avait aussi la crise des Gilets jaunes. Si la question c'est est-ce que ça a créé des inquiétudes, est-ce que cette crise a généré des inquiétudes chez les dirigeants? La réponse est oui, en tout cas une partie d'entre eux, 39%, déclarent que les projets de développement en France ont été reconsidérés dans ce contexte de la crise des Gilets jaunes. Donc inquiétude, oui, certes, des questions nombreuses, mais si on a vu tout à l'heure que l'attractivité de la France continue à progresser, hein, c'est ce qu'on voyait tout au début, c'est en partie parce que le jugement porté sur la gestion de la crise et des mesures prises par le gouvernement pour sortir donc de cette crise des Gilets jaunes sont considérées comme positives par une majorité des dirigeants, donc ces mesures permettant donc de avoir finalement un impact favorable sur l'attractivité de la France. Donc oui, il y a eu des interrogations, c'est sûr, on l'a vu à l'instant, mais la sortie proposée par le gouvernement est accueilli favorablement et surtout, ne l'oublions pas, l'énorme majorité des mesures qu'on a testées, fiscales, sociales, etc., sont jugées comme des mesures permettant de renforcer l'attractivité de la France. Alors sur le bilan du quinquennat Macron, là encore, vous le voyez, les résultats sont très largement positifs. On voit à 67%, donc les 2/3 qui font à mi-mandat un bilan positif du quinquennat Macron. 2% seulement font un constat négatif de ces 2 premières années et demie. Il y a, oui, un petit tassement par rapport à l'an dernier sur cet indicateur, mais les résultats d'ensemble restent largement positifs avec un bilan de 67 positifs, 2% seulement de négatifs, donc il n'y a pas d'inversement de tendance, loin de là. Alors pour les attentes des dirigeants d'entreprise, quelles sont, donc on en parlait à l'instant, quelles sont ces attentes? Il faut continuer à avancer, vers où? Et ce qui ressort en tête, clairement, c'est la poursuite de la réduction du coût du travail. 70% considèrent que c'est l'une des priorités pour la France. Il y a aussi la question de la stabilité juridique et fiscale, la poursuite du déverrouillage du marché du travail, le renforcement de la compétitivité fiscale ou encore la question de la simplification administrative. Donc, principal enjeu en tête donc, des attentes, la question de la poursuite de la réduction du coût du travail. Alors comment tous ces éléments ont impacté l'image de la France à l'international? C'est le deuxième grand chapitre de cette enquête. Et là encore, vous le voyez, aujourd'hui, pour 60% des dirigeants, l'image de la France auprès de leurs sièges mondiaux est positive. 60%. Si vous comparez à ce qu'on avait il y a quelques années, vous l'avez sur les courbes de la droite, on est très très loin
de ce qu'on avait il y a seulement 3 ans. Il y a donc un petit tassement, sans doute ces inquiétudes liées à la crise des Gilets jaunes et à la réponse donnée par le gouvernement, surtout à cette crise, mais les résultats restent largement positifs et là encore, on a une rupture claire qui se met en place en 2017 et qui est confirmée donc année après année avec une minorité, seulement un tiers, qui estime que l'image aujourd'hui de la France est négative auprès des sièges mondiaux. Alors c'est très clair, en termes d'évolution, c'est incontestable, pratiquement tous les dirigeants sont d'accord. Depuis 2017, l'image de la France à l'étranger, chez les sièges mondiaux, s'est clairement améliorée. Vous le voyez, 86% sont de cet avis, 25% estiment même que cette image s'est beaucoup améliorée, contre seulement une petite minorité qui est de l'avis contraire. Et là, vous le voyez encore une fois, on ne voit pas d'impact clairement par rapport à l'an dernier, puisque l'indicateur est globalement stable. Il gagne un petit point, il est globalement stable. Et l'idée selon laquelle l'image de la France a changé radicalement depuis 2017 est encore confirmée dans le cadre de cette enquête. Certes, l'année dernière, l'année qui se termine, a été un petit peu compliquée et ce n'est pas l'année qui a marqué l'amélioration de l'image de la France. Mais cette image améliorée reste pourtant, pour le bilan de l'année dernière, il est très mitigé. 33% estiment que l'image de la France est améliorée, 44% dégradée, 23% qu'elle n'a pas changé. Donc oui, il y a eu une parenthèse 2019, mais qui en aucun cas n'a remis en question l'attractivité de la France de façon générale. Et il y a eu aussi des difficultés dans d'autres pays. Et sans doute ça, c'est un élément qui contribue aussi dans le contexte actuel à confirmer l'attractivité de la France. C'est que lorsqu'on demande aux dirigeants si l'image de la France s'est améliorée par rapport à celle de certains concurrents principaux européens, généralement, la plupart du temps, la réponse est positive. Oui, la France s'est améliorée par rapport à l'image du Royaume-Uni, évidemment Brexit, et les incertitudes, surtout sur la suite de tout ça. C'est également le cas de l'Italie, avec l'entrée au gouvernement du mouvement 5 étoiles, qui n'est pas de sorte à rassurer particulièrement les responsables d'entreprise, mais c'est aussi le cas de l'Allemagne, où les interrogations, notamment la situation actuelle, mais aussi les interrogations sur la suite, sur l'après-Merkel, commencent déjà à créer quelques inquiétudes pour ce pays. Et évidemment, l'Espagne aussi, avec un contexte politique qui ne finit pas de se débloquer, qui n'arrive pas à se débloquer. Donc l'élément international a aussi contribué à confirmer l'attractivité de la France. Dans un contexte global, évidemment, où on le voyait, le Brexit contribue pour 55% des dirigeants à renforcer l'attractivité de la France par comparaison, mais dans un contexte international un peu complexe, de tension dans le commerce international en général, qui évidemment n'a pas un impact positif clair sur la France, mais on l'a vu, la situation est pour beaucoup de pays européens encore plus compliquée. Et donc, l'un des indicateurs centraux de cette enquête, la question des intentions d'investir en France. On voyait tout à l'heure une partie des dirigeants déclarer qu'avec la crise des Gilets jaunes, il y avait des inquiétudes, il y avait des projets pour lesquels on s'était interrogé sur l'intérêt ou pas de les développer en France. Certes, il y a eu cette interrogation, mais quand on regarde et on pose la question sur l'avenir, on voit que l'attractivité de la France et l'intention d'investir en France dans les années à venir ne s'est absolument pas tassée au cours de cette dernière année. L'image de la France comme un pays qui devient structurellement attractif se renforce et donc du coup on voit une évolution même à la hausse. C'est la valeur la plus élevée depuis la mise en place
de cet observatoire, 81% des responsables estiment que oui, certainement ou probablement, il y aura davantage d'investissements de leur maison mère en France dans les années à venir. On terminait donc sur cette question qui est quand même centrale et encore plus dans le contexte actuel des politiques d'inclusion au sein des entreprises. On a posé juste 2 questions là-dessus. La première, c'est où on en est, et ensuite, est-ce qu'on souhaite, est-ce qu'il y a la volonté d'aller plus loin là-dessus? Les résultats sont assez clairs. 2/3 donc, des dirigeants déclarent qu'aujourd'hui, la question de l'inclusion au sein de leur entreprise est une priorité. 28% disent que c'est, oui, tout à fait une priorité. Il reste que pour un peu plus d'un tiers, ça ne l'est pas encore. Et quand on regarde la volonté d'aller plus loin, d'intensifier cet engagement de l'entreprise, c'est le dernier indicateur. Vous le voyez, 93% déclarent que oui, il y a une volonté d'intensifier cela. 40% déclarent que oui, tout à fait. Donc, la volonté est là. Il faut passer à l'étape suivante. C'est une attente importante de la société française et dans le contexte actuel, évidemment, ça peut permettre à la France d'avancer encore vers une France plus attractive économiquement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Federico Vacas. Il est temps maintenant de se mettre au travail sur la base de ce constat. Et c'est Éric Forel, président d'EY en France, qui va ouvrir et présider cette séquence. Je vais demander tout de suite aux participants du panel de monter et de venir s'installer ici. Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos, qui va animer ce premier débat. Merci Dominique. Henriette Drébry-Rosenquist, présidente de Pfizer France, qui s'exprimera en anglais. Je pense que ça ne pose de problème à personne. Jacques Mulbert, président d'ABB France et Benelux. Hervé Tessler, président des opérations IMIA de Xerox. Et finalement, Karienne Van Genib, CEO d'ING Bank France. Éric, je te cède la parole. Merci. Merci Olivier. Bon, Denis m'a confié cet autre honneur après avoir accueilli notre ambassadeur Pascal Canic d'ouvrir cette table ronde qui, en écho au sondage qui vient de nous être présenté, duquel il ressortait, vous l'avez vu, que effectivement la crise des Gilets jaunes a créé des interrogations, mais sans remettre en cause fondamentalement cette restauration de l'image de la France telle que nous avions pu la constater depuis 2017, on le disait tout à l'heure. Mais effectivement, on va essayer d'aller un peu plus loin au cours de cette table ronde et entendre le vécu propre aux grandes entreprises qui sont représentées ici autour de, y a-t-il eu un impact en termes d'attractivité de ces tensions sociales que nous avons traversées au cours de l'année dernière. Alors avant de vous laisser la parole, cher Dominique Seux et vous, nos chers intervenants, j'aurais envie, vous me permettrez, j'espère, de partager avec vous quelques réflexions personnelles et puis aussi de rappeler à nouveau le chemin parcouru, mais cette fois-ci à travers les titres que nous avions donnés ces dernières années à cette séquence qui ouvre traditionnellement les États de la France. Alors en 2015, on titrait entre déclin et rebond, en 2016 entre ombre et lumière, et voilà, on pourrait multiplier les oxymores, mais au fond, on le sait bien, on l'a vu, on l'a entendu tout à l'heure, avant 2017, la France en matière d'attractivité, elle oscillait entre une image des forces très positives grâce aux fondamentaux qui sont les nôtres, la robustesse des infrastructures, la qualité des talents humains, et puis une image qui est négative, une perception négative, fortement ancrée, entretenue par quelque part cette méfiance, cette posture de méfiance à l'égard de l'esprit d'entreprise en particulier, et puis aussi certainement à travers cette tradition quasi légendaire d'une absence de réforme économique. Et nous souffrions alors clairement
d'un déficit comparatif vis-à-vis de nos amis, mais néanmoins compétiteurs, que sont les Allemands et les Britanniques en particulier. Alors en 2017, tout a changé, on l'a dit, et sans préjuger de l'avenir, en fait, nous avions en 2017, avec Denis, titré cette séquence « L'attractivité va-t-elle elle aussi se mettre en marche ?» Et puis en 2018, on a baptisé cette séquence « Effectivement, l'attractivité, ça marche », parce que nous avions alors salué effectivement que la dynamique était enclenchée et qu'on en voyait déjà de manière concrète les traces dans le nombre d'investissements qui ont pu s'en suivre en France. Alors cette année, le débat, il est un peu de nouveau renvoyé à un face-à-face avec nos vieux paradoxes. Cette séquence est baptisée entre crainte, doute, espoir et soulagement, et elle illustre en fait un peu tous les états psychiques cette fois-ci, que nous avons traversés ces derniers mois. Car évidemment, je crois que tout le monde s'en accorde, la crise des Gilets jaunes, on l'a vu dans le sondage, n'a pas manqué d'instiller une nouvelle part de doute sur la capacité à réformer la France, et puis aussi une crainte très visible, très sentie, de sombrer à nouveau dans des violences de rue qui annihilent tous les efforts pour construire l'image d'un pays sûr et prévisible. Et on sait bien ici que ce sont là les ingrédients absolument indispensables. La paix sociale, ça a été rappelé tout à l'heure par Pascal Soriot, est un élément effectivement indispensable pour pouvoir concocter, créer les conditions d'une attractivité sur le long terme. Alors, au fond, et ça a été dit également tout à l'heure, en tout cas une allusion de Federico Vacas, on a eu un peu de chance dans cette crise, parce qu'au fond, voilà, effectivement, quand Paris brûle, quand les Champs-Élysées sont saccagés, ça a un effet absolument ravageur au plan médiatique, mais heureusement, une image médiatique en balaye une autre, et depuis quelques mois, vous avez vu, au fond, d'autres pays sont sous tension. Hong Kong, quelque part en particulier, a remplacé au rang des icônes urbaines cette image, cette façon d'étaler une tension physique entre une frange de la population et puis les institutions en place. Et donc, la France a finalement traversé cet aspect médiatique de la crise qui aurait pu faire craindre beaucoup pour l'image de la France à l'international. Et c'est heureux. Mais probablement que l'essentiel n'est pas seulement là, parce que la crise des Gilets jaunes, au fond, elle est complexe évidemment au plan sociologique, mais elle a été surtout, je crois, la forme qu'a revêtue en France l'expression d'un mal-être qui est quasi planétaire, ou en tout cas très largement présent au sein des pays occidentaux, un mal-être autour de ce rejet des élites comme étant incapables de juguler, ce doute que demain sera un jour aussi heureux que celui que nous vivons aujourd'hui, en particulier par rapport aux mutations engendrées par la révolution économique. Je vais vous céder la parole dans une seconde, mais je voulais simplement mettre en évidence qu'au fond, cette fracture sociale, elle persiste, elle est toujours présente. Son emblème politique, le président Chirac, nous a lui aussi quittés cette année. Et sur ce terrain, évidemment que ce qui a été fait pour gérer la crise des Gilets jaunes, et je pense tout autant au grand débat qu'aux mesures économiques qui ont été prises pour rendre du pouvoir d'achat, auront été courageuses et même audacieuses, parce qu'elles ont rendu finalement un peu de consensus au sein de ce pays, et il est lui aussi indispensable pour aller de l'avant. Alors, évidemment, nous sommes également dans l'attente de ce qui va se passer dans les semaines à venir, puisqu'on nous annonce d'autres tensions sociales sur fond de refonte du régime des retraites, et peut-être que plus que la crise des Gilets jaunes, ce sera là un instant clé pour mesurer si la France est capable de dépasser ses corporatismes ancestraux.
Et donc nous le verrons dans quelques semaines. Et moi, en tant que président d'EY en France, en fait, j'attends aussi évidemment ce que va donner le baromètre EY en matière d'attractivité en 2020. En 2019, nous étions la France résiste au choc, justement parce que nous avions réussi à traverser cette crise particulière qui a été celle des Gilets jaunes en particulier. Est-ce qu'en 2020, nous pourrons enfin constater qu'on dépasse les Britanniques et qu'on creuse l'écart vis-à-vis des Allemands? Ça, c'est le baromètre qui nous le dira, mais je suis sûr que la table ronde nous permettra aussi de mesurer si on peut faire montre d'optimisme ou pas par rapport à ce bilan autour de cette crise des Gilets jaunes. Dominique, je vous voyais impatient, mais ça y est, la parole est à vous. Pas du tout. Non, non, absolument pas. Merci beaucoup, Éric, de cette introduction. Donc, on va effectivement rentrer j'allais dire, dans le dur, dans le concret. Bonjour à tous. Alors, j'avais prévu de vous faire réagir au sondage quelques éléments, mais dans la mesure où on a pris un petit peu de retard, on va passer sur cet élément-là, sauf si l'un d'entre vous a quelque chose de tout à fait exceptionnel à nous dire en commentaire du sondage. La réponse est non. Merci. Et donc, nous allons... Oui, je suis un tout petit peu didactique, directif même. Première question peut-être, et on a envie de vous entendre là-dessus. Vos maisons mères, aux unes et aux autres, qu'ont-elles pensé du mouvement des Gilets jaunes? Est-ce qu'elles ont craint le pire? Est-ce qu'elles se sont dit l'État va tomber? Est-ce que la révolution va arriver en France? Quelle est un petit peu la réaction des uns et des autres? Et je me tourne peut-être d'abord vers Jacques Mulbert, donc pour ABB. Quel a été le regard? Peut-être chacun d'entre vous, d'ailleurs, pour la première prise de parole, on a une demi-heure, hein, donc on va être on va être bien organisé. Vous pouvez nous dire combien d'installations vous avez en France et où sont-elles? Quel type combien de salariés vous avez pour qu'on ait bien ça en tête? Est-ce que vous avez un micro? Non, c'est un problème. Alors, on va passer le micro. La règle étant que moi, je garde un micro. Voilà. Voilà un premier problème de résolu. Donc, j'ai le plaisir de diriger ABB en France. On est à peu près 2000 et on est répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, pour répondre à la question de Dominique, je crois qu'il y a deux choses qui ont été frappantes et qu'on a déjà entendues ce matin en termes de réaction par rapport à cette crise des Gilets jaunes. C'est que, d'abord, elle a été bienveillante, en tout cas en ce qui concerne mon groupe, et ensuite, elle a été relative. Alors, évidemment, les images qui ont circulé ont été détrimentales et ont ravivé une image traditionnelle et spectaculaire, très protestatrice de la France, mais lorsque cette crise a éclaté, elle a été vue dans un premier temps comme étant une expression culturelle qui est propre aux Français, d'un phénomène qu'on peut voir par ailleurs s'exprimer sous diverses manières, hein, avec des dirigeants populistes, avec des politiques populistes, avec de l'instabilité, etc., etc. En Suède, c'est inimaginable. En Suède, c'est plus compliqué, puisqu'on est plus sur le consensus. Oui, c'est ça. Ce type de mouvement est regardé un peu avec des yeux de Huron. Alors, le siège est en Suisse. Donc, effectivement, le siège est en Suisse. Le groupe est très empreint d'une culture suédoise, mais le siège est en Suisse. Donc, oui. Alors, en même temps, on est passé par des phases un peu compliquées. Je pense que chacun d'entre nous avons accueilli nos dirigeants dans un Paris un peu éventré, et ça, c'est compliqué. Et puis là, cette sortie de crise, pour le coup, aurait pu être suédoise. Hein. C'est-à-dire que la sortie de crise qui était atypique par rapport à un historique de la France, à la fois en permettant d'aider à travers ces 10 milliards de financement, mais en gardant le cap de la réforme. Et finalement, si on essaye de conclure, le premier point important, c'est que c'est la deuxième crise qui est suivie par nos sièges. La première, c'était la réforme ferroviaire. Hein, et on est sorti de cette réforme ferroviaire en continuant à réformer. Les éléments qui semblent essentiels aujourd'hui, pour moi, c'est deux. La première, c'est la stabilité gouvernementale. Si elle a pu être questionnée pendant la crise, c'est plus une question aujourd'hui. Et ça nous différencie relativement de notre environnement. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont en instabilité. La deuxième, on l'a évoqué, et ça demeure un point d'interrogation, c'est notre capacité à continuer les réformes. Donc les mois qui viennent vont être déterminants. Ça a été dit plusieurs fois, mais ça reste quand même un point d'interrogation majeur de nos sièges. En dernier lieu, c'est toujours réducteur d'avoir ce coup d'œil purement relatif.
Parce qu'on sait bien que ce qui générera des investissements, c'est beaucoup un souffle économique, et que le souffle économique ne reviendra pas de l'action pure d'un pays, mais d'une action d'ensemble. Donc il faut le regarder aussi un peu plus globalement. Voilà ce que je voulais dire, Dominique. D'accord, oui, et vous mettez en avant bien le paradoxe entre le fait d'une situation politique qui est relativement stable, hein, il n'y a pas eu de populistes, ou il n'y a pas eu ce qu'on voit dans d'autres pays, et en même temps, la France est un pays qui l'éruption vient par la rue et non pas par les urnes. Voilà, et donc on est dans un paradoxe. Alors, je me tourne vers vous pour Xeros. D'abord, redites-nous. Il vous faut un micro, alors on va passer le micro. Combien de salariés et où êtes-vous ? Alors, en France, on est essentiellement à Paris. Et en fait, on a une organisation, on a à peu près 2000 employés en France. 2000 employés, essentiellement Paris et région parisienne, plusieurs sites. On a un modèle opératoire un peu particulier, puisqu'on a en fait un réseau de concessionnaires exclusifs, qui est un network de PME, PMI, qui s'est créé sur 20 ou 25 ans, qui représente à peu près 100 sociétés en France, qui distribue nos produits et qui représente lui aussi environ 2000 jobs. Voilà, pour la présence de Xerox en France. Alors, sur la question, est-ce qu'on a craint le pire ? Bon, la réponse est non. Non, on n'a jamais vraiment craint le pire. Je crois qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est l'abus d'image et les médias à l'étranger ont utilisé aussi la crise des Gilets jaunes, j'allais presque dire c'est de bonne guerre, pour faire ce que Pascal appelait le French bashing, qui est quand même un sport national dans un certain nombre de pays. Je pense que ce French bashing, d'ailleurs, ne va pas se calmer. Plus on va devenir compétitif, plus les réformes vont avancer, plus la position de la France par rapport à l'Allemagne, et notamment la UK, va se renforcer, plus il faut s'attendre et être prêt à réagir à ça. Les images ont quand même fait des dommages, hein, notamment aux États-Unis. Moi, j'étais aux États-Unis beaucoup. Bon, les CNN, mais alors les Fox et les Champs-Élysées en feu, l'Arc de Triomphe, ça a quand même vraiment marqué les esprits. Je pense que ça, c'est complètement fini. Il y a eu presque un paradoxe, quand je pense à votre question, sur un siège américain notamment, c'est que paradoxalement, le fait que ça secoue, le fait qu'il y ait des réactions, a un peu confirmé le fait que le gouvernement s'attaquait aux vrais problèmes. Et donc, il y avait des vraies réformes. Plus ça réagit, plus c'est bien. Alors, vous savez, ça peut parfois être un peu binaire, mais je pense qu'il y a eu une partie de réaction qui, une fois qu'on a arrêté de voir les Champs-Élysées, l'avenue de Friedland, je pense que les gens se sont dit, s'il y a une telle réaction, c'est que le gouvernement adresse les racines des problèmes. Donc, voilà. Bon, mais c'est passé. Quand la rue est calme, c'est qu'il n'y a pas de réforme. Alors, oui, c'est un peu l'image de la France, hein, quand même. Ouais. On le disait. C'est pousser le paradoxe, quand même. Hein. Et le dernier point qui est quand même important, ça s'est fondamentalement calmé. Je pense que ça a aussi donné de la visibilité à la France. Ça a permis, ça a créé des discussions au niveau des headquarters. Hein. On parlait de la France, ce qui me donnait l'opportunité d'être un avocat et donc de développer tout ce qui se passait de positif. Mais ce qui s'est passé samedi dernier, par exemple, et il faut être prudent quand même. Il faut que le gouvernement montre qu'il continue sur le train des réformes, qu'il avance au rythme qui a été décidé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ralentissement, et qu'il y a un niveau de contrôle sur les violences. Il faudrait pas, ça serait pas bon que les gilets jaunes repartent. Alors, ce n'est pas les gilets jaunes, hein, c'est des casseurs, mais il faut mettre ça sous contrôle, je pense. Merci. Et je passe... Alors, je vais prendre le micro, pardon. À l'autre, à gauche. Alors, je me tourne vers vous, Henriette Dréby-Rosenquist, pour Pfizer. Même question d'introduction et même question, votre siège, qu'a-t-il pensé des gilets jaunes? Bonjour à tous. Merci beaucoup avec les questions, which I'm going to answer in English. So I think what we were seeing with Gilets jaunes was difficult to explain that how would that have a positive image on the French environment. And the headquarters in New York for Pfizer was very concerned of what was going on in Paris, and
They were thinking about, do we have an unstable business environment in France? How can we overcome the issue here? And do we have a friendly business going on? And there was a lot of questions going on, so we spent a lot of time with my teams here in France to explain what was at stake at a national level, so they were not that concerned about it. I think the most important part was to make sure that the reforms was going on in France as well. And we do see attractiveness to invest, and that's why the importance of attractiveness and investment is very important for us. And we spend a lot of time with that to explain how the movement of Gilets jaunes or the Yellow Vests was going on, what was the reason behind, and they understand we still have a very attractive environment for France going forward. And I think also explaining the Ipsos survey and also the Ernst & Young survey back in June actually show us that the image is not that bad impacted. But I think we have to be careful because there's still some alert among the headquarter companies. How will this go on? How do we still engage for a very attractive environment for France? Merci beaucoup, thanks a lot. Dernière à intervenir, donc pour ING, Karianne Van Gennep. Merci. ING, nous avons presque 1000 personnes ici en 1000 France. Personnes. Presque, oui. Mais je pense, comme Pascal a dit aussi, nous vivons maintenant dans une France différente qu'il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, c'était un pays, quand je suis arrivée ici, assez pessimiste, négatif. Et maintenant, avec l'arrivée de l'élection de Macron, cette mindset est totalement changé. Cet optimisme, can-do attitude, s'est retourné. Mais que je vois aujourd'hui, c'est nous sommes vraiment à un carrefour, parce que de temps en temps, cette mindset de verre qui est moitié plein retourne. Et on met le focus sur les choses qui ne marchent pas, sur les choses qui ne sont mis déjà en place. Et vraiment, mes amis, quittez le French bashing. Finalisez, arrêtez cette French bashing, parce que ça n'aide pas du tout. Donc ça, c'est une. En fait, vous voulez dire que le French bashing, il vient de la France plutôt que de l'extérieur. Oui, oui. Et ça, c'est une surprise toujours. C'est de l'autodestruction. Oui, et c'est une surprise toujours avec les Hollandaises, avec la maison mère, que la France lui-même sont si négatifs de son propre pays. Un peu plus de fierté, un peu plus d'optimisme, réalisme aussi naturellement, mais d'optimisme, je pense, c'est nécessaire pour vendre un peu la France. Ça mérite quelques applaudissements. Ouais. La deuxième souci, c'est un peu, Jacques en parlait aussi, c'est cette gilet jaune. Pas la violence, pas la dureté, ça ne va passer, ça ne va arriver aux Pays-Bas. Mais la crise de confiance, la crise d'inclusion, ce n'est pas seulement en France. C'est en Angleterre, c'est en Allemagne, c'est aux Pays-Bas aussi. Donc le souci de maison mère et la politique aux Pays-Bas, c'est naturellement aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aux Pays-Bas? Qu'est-ce que nous devons attendre, qu'est-ce qui se passe en France pour éviter une situation comme ça aux Pays-Bas. Donc c'est aussi un souci, un peu de unrest. Qu'est-ce que ça peut... Can that happen with us as well? Donc la grande question pour la France maintenant est vraiment si on peut continuer cet gouvernement, mais aussi les entreprises, si on peut, si on va, si on a la persévérance de continuer les réformes nécessaires. Et ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est aussi nous, les entreprises. Et le deuxième, c'est naturellement un peu pour nous, pour arranger autour de cette protestation, parce que maintenant, je suis en train de réarranger une visite pour 12 novembre à janvier. Parce que je ne veux pas, parce que aussi, l'image, c'est très personnalisé. Parce que si un membre de board international arrive ici à décembre 6 ou décembre 10, avec tous les grèves, c'est fini, cette image. S'il arrive en janvier, ou avant 5 décembre, c'est OK. D'accord, il faut se dépêcher là. Ça, hein. c'est mon job. Faut aller vite. Oui, oui. Et couper la télévision.
Oui. Merci à vous quatre. Maintenant, un second sujet peut-être, mais qui est en lien évidemment avec le précédent. Dans quelle mesure ce mouvement, cette crise, ces incertitudes à la fois politiques et sociales ont eu un impact sur vos investissements ou les investissements qui vous sont consentis par vos mésomères? Est-ce qu'il y a eu un impact sur les projets de développement, par exemple, dans le monde pharmaceutique? So I think, again, talking about Gilets jaunes is maybe not the most important part. I think what is important for us is to see the implementations of the reforms, and maybe just elaborate a little bit on that. I think when we had the election of Emmanuel Macron and the government 2 years ago, there was positive perceptions of the business environment in France. And therefore, it's important for us to see how do we implement the measures. So when he came in and said, well, we would make the strategic reforms, we do see within the business, the labor law, and also the fiscal implementations of different implementations, which was very positive. And I think when we looked at the Versailles summit in January 18, there was even more positive perception of the government and the president to drive the environment. And we even have, for the pharmaceutical industry, the CIS meeting taking place as well, where he promised to be, well, the global leader of health innovation going forward. We had a lot of discussions at the CIS meetings, which was very positive. There was a lot of ambition, so the meeting actually turned out to be extremely positive for the environment. There was a promise to make a route map and some priorities on how do we move on forward. And we even had a promise to make a medium and long-term vision of the industry and in terms of the investment, etc. Especially within driving steady growth for France, also make reductions in the delay of new innovative medicine, and third but not least, make the regulation more simply. So these three subjects were on the table. So now you can ask the question, a year after Gilets jaunes and 2 years after the new government with the president, what has been done? And we can see that we have some of the implementations of reforms, but we are still disappointed from the pharmaceutical industry that we don't see really implementation, what was promised, what was discussed. And that's where we have to move forward now and see how can we get a more attractive environment for the healthcare. I think and I believe that for France, we have a huge biotech. We have a lot of pharmaceutical companies here. It's a very attractive environment. And if we want to be in the front seat, because we have other markets, other countries in Europe who are really having a close collaboration with the government within partnerships, what we call public-private partnerships, really the golden opportunity to build a strong healthcare environment here in France, we need to stick together. We need to collaborate with the government, with the academia, university, and with the companies. So that should be kind of a triangle. And I think that's what we are missing a bit here. So if we can see more implementations of the promises, and again being in the front seat for France, because there's a golden opportunity here. I think that the government needs to recognize how is this a competitive advantage for France with the healthcare environment or building a life science strategy. So I think that's what we are looking for a little bit more than what we have seen today. Yeah. Donc encore un petit effort à faire sur l'industrie pharmaceutique spécifiquement. Je me tourne vers vous, Hervé Tessler. Est-ce que vous faites venir votre grand patron des États-Unis? À quelle date avez-vous décidé de le faire venir? Alors, le 5 décembre, non. C'est à peu près certain. D'ailleurs, il est venu. La dernière fois qu'il est venu, c'était au moment de la canicule. On a pas mal transpiré. Oui, les Américains ont toujours du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas de climatisation partout. Voilà, et on était dans un très bel hôtel parisien où, évidemment, la climatisation marchait pas complètement. Mais on a alors, c'est
vraie question. C'est-à-dire que si l'impact sur les projets de développement, il n'y a eu aucun impact. Okay, je reprends la question que vous aviez posée précédemment. Aucun impact. Ce qui est positif, c'est les réformes. Donc il y a une dynamique positive en France qui fait que quand je demande à mon patron, qui est le CEO de Xerox, viens en France, il dit oui. Et il est venu 3 fois ou 4 fois, Jacques-Édouard, en 1 an. Ce qui est jamais arrivé auparavant. Alors pourquoi il vient aussi? Il vient parce qu'il y a du contenu. Il voit des choses intéressantes. Et je pense qu'il faut qu'on fasse ça encore plus. On l'a emmené visiter Station F, il a rencontré un certain nombre de représentants du gouvernement, on a eu des entretiens avec Agnès Pannier-Runacher, Cédrico, on a rencontré Pascal Cagny avec John pendant la canicule. C'était rigolo d'ailleurs, Pascal, parce que John était très content de penser qu'il allait parler français, puisqu'il est né au Canada, il parle couramment français. Il a essayé au début dans l'entretien de te parler en français, et en fait tu es parti en anglais, et tu as fait les 30 minutes en anglais. Il a été très impressionné par le speech, il a été ensuite très impressionné par les membres du gouvernement qu'il a rencontrés, et notamment par le fait que ce sont des gens qui comprennent le business. Comprennent le business, comprennent les entreprises et ont une vue globale des choses. Par rapport à des idées reçues sur la France qui est un peu centrée sur elle-même. Bon. Donc ça a eu un impact positif. Et en fait, aujourd'hui, on est plutôt en train de regarder des investissements en France. Donc c'est que positif. Et il n'y a pas une seconde dans les discussions qu'on a pour faire avancer ces investissements. La crise des Gilets jaunes revient. On n'en parle pas, quoi. Merci Hervé. Karienne. Alors, même question, Oui. Est-ce qu'il y a eu au cours de l'année qui vient une sorte de désinvestissement ou pas? J'espère naturellement oui, mais aujourd'hui c'est un peu plus difficile qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, nous avons décidé d'avoir notre partenaire avec AXA pour Digital Insurance ici à Paris. C'était la décision de ING de choisir Paris, après une conteste en interne assez forte. Avec Francfort, Madrid, Milan. Mais à ce temps-là, c'était facile parce que c'était le nouveau area, French is back. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Et c'est intéressant parce que je pense qu'il y a 2 grandes forces qui sont très, très intéressantes pour les Pays-Bas et pour ING. Une est de technologie. Comme Hervé a dit aussi, c'est l'artificial intelligence, c'est la data, c'est le digital. Mais ce que je vois ici en France, je ne le vois pas dans l'image de la France aux Pays-Bas. Donc il y a quelque chose là dans la communication, dans l'effort pour vraiment profiler la France comme un pays technologie aux Pays-Bas. Comme vraiment un leading technology player. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Pas totalement. Pas totalement. Non. Et nous sommes en train de tourner cette image et vraiment aussi de positionner ici ING en France comme un technology player au sein de ING. Donc ça, c'est une. Le deuxième, naturellement, c'est la sustainability, la durabilité. France a un profil très, très fort là. Aussi, avec toutes les entreprises internationales qui ont une voix et une image très, très tournée vers la sustainability et aussi l'innovation dans la sustainability. Donc ça va très, très bien. Et le troisième que je vois, et je dois encore convaincre ma maison mère que c'est vraiment changé, mais c'est les implications sociales et notamment le dialogue avec le comité d'entreprise. C'est beaucoup plus constructif, c'est beaucoup plus engagé que l'image que la France est en dehors de la France. Et notamment, quand nous avons dû faire quelques changements de notre organisation, ça marche très très bien avec notre comité d'entreprise. Mais là, je pense, si vous voulez aller plus loin, on peut prendre un peu d'inspiration de Pays-Bas où le dialogue social est encore plus loin. C'est une page de publicité alors. Non, mais l'image c'est plus négatif que la réalité. La réalité c'est in the middle, l'image c'est là, et je pense qu'on peut aller plus loin. Merci Jacques pour ABB. Mais excusez-moi, je veux ajouter un point parce qu'on a parlé beaucoup ici de concurrence entre la France, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, donc entre les pays européens. Mais je pense que la grande question, ce n'est pas si une grande entreprise va investir en France ou en Allemagne. La grande question, c'est si cette entreprise va investir en Europe, du tout.
Donc Denis, je pense qu'on a besoin de l'État de l'Europe au lieu de l'État de la France. Alors voilà un projet pour Denis. Moi, je veux rebondir sur ce qu'a dit Karienne, parce que je pense que c'est important, donc, pour arriver à répondre à la question, de voir aussi quel est notre rôle, nous, en tant que dirigeants de filiales étrangères en France. Et finalement, une manière de le dire, en tout cas c'est comme ça que moi je le perçois, il faut qu'on arrive à créer un cercle qui soit vertueux entre un pays et un groupe. Ce cercle vertueux, il s'appuie sur un certain nombre de composantes. Certaines sont exogènes, on en a parlé depuis le début, c'est le contexte économique, c'est le contexte politique, c'est aussi, comme l'a indiqué Henriette, et ça crée des spécificités sectorielles, le contexte réglementaire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui dépendent de nous. Ce qui dépend de nous, à l'évidence, c'est les résultats qu'on obtient, mais c'est aussi notre capacité à apporter davantage de France à nos groupes. En tout cas, en ce qui concerne notre filiale en France, c'est un leitmotiv que j'ai avec mes équipes. Comment apportons davantage de France à notre groupe? Ce groupe a une histoire compliquée avec la France. C'est un groupe qui a cru beaucoup par acquisition, qui a dû restructurer beaucoup, et les restructurations historiques ne sont pas forcément extrêmement bien passées, et ça a culminé avec la séquestration d'un de mes prédécesseurs. Ce qui, évidemment, en termes d'image, n'est pas un sommet. Aujourd'hui, en repartant de là, en montrant qu'on peut avoir un dialogue social qui est pacifié, qu'on peut restructurer sans que le groupe en entende parler, en irriguant le groupe de nos ressources, en mettant en avant les avantages de nos marchés, en surfant, profitant d'événements comme Choose France, qui ont un assez gros impact sur nos dirigeants. Au-delà de ces critères exogènes, on peut aussi, nous, tous autant que nous sommes dans cette salle, influencer les choses. Et ce groupe, qui était extrêmement réticent il y a quelques années, est aujourd'hui dans une dynamique où il commence à investir et surtout, il est d'accord pour qu'on regarde davantage de choses. Donc, je pense que la manière dont nous jouons notre rôle est aussi capitale. Et évidemment, par rapport à tout ça, en ce qui nous concerne, la crise des Gilets jaunes a eu peu d'impact. Henriette voudrait dire un mot. So just a short comment, maybe again to be attractive and how we can get in more positive collaborations with the government as well. So just giving an example from the healthcare environment. So today in France, 12% of the expenditures are medicine. At the moment, we are asked by the government to make 50% of the expenditure, so it means that we have to pay 2 billion out of the 4 billions. If you have to explain the headquarters, the attractiveness, and again, with all the discussions we have had with the government, this is just an example on it doesn't sound or looks very attractive to do business here. So I think this is something, if we have to drive the environment and work on the expenditures and costs, because we know that cost containment is everywhere, not only in France, but then we need to have some better framework conditions here. And I think that should be the discussion and really the invitations for the government to have the discussion around this. So we are not stuck in to just pay the bill or pay most of the expenditures, because it's actually not the pharmaceutical area who have the main part of that. But I think it will be important to have these kind of discussions to how do we build the attractiveness of doing business in the country as well. So it's just an example on how we do see the attractiveness as well from the headquarter companies. Ma question suivante va vraiment être dans le prolongement. Elle sera pour vous deux, Karine, peut-être d'abord. Comment avez-vous jugé, vous, la sortie de la crise? C'est-à-dire beaucoup de pouvoir d'achat a été distribué, un certain nombre de réformes, les caisses se sont un petit peu ouvertes, les caisses publiques se sont un petit peu ouvertes. Mais j'ai envie de vous demander plutôt, est-ce qu'aux Pays-Bas, l'inquiétude des classes moyennes inférieures, est la même face à la mondialisation, face aux grands changements, ou est-ce que vous sentez que c'est très différent? Est-ce que c'est une crise des classes moyennes occidentales et est-ce que les Pays-Bas sont concernés? Non, je pense les inquiètes, la crise de confiance, la crise d'inclusion, c'est le même aux Pays-Bas qu'ici en France, qu'en Angleterre, qu'aux États-Unis. C'est une crise de confiance totale de marchés matures, de developed markets.
Et je pense que nous avons sous-estimé l'impact de globalisation, de nouvelles technologies, le people on the move, l'instabilité géopolitique pour trop long. Donc, si la question est, est-ce qu'on a sorti de crise? Je ne pense pas du tout. Il n'y a pas déjà une sortie de crise. Nous sommes en pleine crise. Nous sommes en pleine in the eye of the storm. Donc ça va durer. Ça va durer. Et si on continue de sous-estimer l'impact sur le middle class, de nouvelles technologies de globalisation, ça va durer assez long et on va perdre élection après élection et aussi le soutien pour les grandes entreprises, le soutien pour les institutions. Donc on doit trouver une manière pour reconnecter avec tout le monde, mais aussi de trouver une vraie inclusion. Mais quelle est la responsabilité des entreprises? Oui, parce que je vous entends tous dire, et on l'entend dans beaucoup de cercles, il faut continuer les réformes, le gouvernement Macron doit faire les réformes. Les réformes, c'est un mot un peu valise, vous avez lu comme on dit. mon texte, parce que... Pardon? Vous avez lu mon texte, parce non. que... Non, mais ce que je dis souvent, c'est on doit aussi arrêter de répondre à toutes les questions. Il faut que le gouvernement. Notre responsabilité comme entreprise, comme dirigeant, comme personne, est très, très importante. Et la première responsabilité pour moi, c'est vraiment de reconnaître les défis existants, de ne pas minimaliser les soucis et de vraiment entendre qu'est-ce qui se passe avec cette middle class. Ça, c'est le premier. Et c'est comme personne, c'est comme dirigeant, c'est comme entreprise. Le deuxième, c'est naturellement de continuer l'investissement, de formation des équipes, mais aussi de préparer nos équipes pour cette changes to new normal, pour ces grands changements qui sont en train d'arriver. Et ce n'est pas seulement les nouveaux skills, c'est aussi un nouveau mindset. Et ça, c'est le plus difficile pour y arriver. Et le troisième, c'est naturellement que comme entreprise, nous avons une responsabilité vis-à-vis de la société at large. Pas seulement les clients, pas seulement les équipes ou les shareholders, mais vraiment vis-à-vis de la société. En termes de durabilité, sustainability, en termes d'inclusion et de diversité. Et je pense que c'est pour là, mais c'est cet après-midi, que nous sommes très, un grand bravo à Denis, très engagés dans cette discussion d'inclusion. Parce que notamment ici en France, et ça c'est différent avec les Pays-Bas, le chiffre de chômage des jeunes et notamment des jeunes fragiles, c'est très élevé. Et ça c'est une time bomb dans la société si on ne adresse pas. Et c'est pour cela qu'on a le manifeste cet après-midi pour vraiment pousser l'inclusion. Et la véritable question vis-à-vis pas seulement de la maison mère, mais vis-à-vis nous, c'est vraiment comment de préserver ce dialogue et de construire une égalité d'échange, equality of chances. Parce que ce n'est pas seulement l'inequality of wealth, c'est aussi l'inequality of chances. Et pour cela, je suis totalement un supporter des idées de réétablir un escalier social et pas une ascenseur social. Parce qu'il n'y a pas un bouton magique, on doit faire un petit travaux pour aller plus haut. Donc pour moi, c'est un escalier social. Et dans quel sens? Vers la montée ou vers la descente? Oui. Vers la montée plutôt que vers la descente. Oui, j'espère à la haute. Mais, oui, mais et pour la question pour nous tous ensemble, pour ce dialogue-là, c'est vraiment, oui, de continuer la réforme, naturellement, oui, de jouer la carte technologie, la carte de sustainability, mais vraiment de jour à jour avoir ce dialogue avec nos équipes, avec notre écosystème et aussi de retrouver, et ça, je pense que c'est très important, notre social license to operate. Et ça veut dire, comme entreprise, qu'est-ce que c'est le rôle que je joue comme entreprise dans la société. Merci. Alors, dernière question maintenant. On verra qui a envie de répondre sur le Brexit. Quelles conséquences, et je me tourne vers vous, quelles conséquences a et va avoir le Brexit sur la façon
façon dont vous travaillez, d'abord, est-ce qu'il y a ou pas des relocalisations sur le continent, d'activités ou pas, et quel impact sur votre business, en fait? Alors bon, le Brexit, c'est essentiellement depuis 3 ans, enfin, c'est de l'incertitude, et on n'aime pas l'incertitude. Alors là aussi, c'est vu sous l'angle d'une société américaine. Donc, en fait, ça crée un peu un déclic, le Brexit. Le déclic, c'est l'idée qu'il y a une idée acceptée d'un headquarter américain que le nirvana, c'est l'Angleterre, quoi. C'est naturel d'être en Angleterre. Bon, c'est un gros marché, les gens parlent la même langue, et l'histoire montre que beaucoup de nos centres européens sont nés et se sont développés de la UK. Ce que j'ai vu d'intéressant, c'est ce déclic qui est, c'est pas forcément vrai sur la durée maintenant. Donc cette incertitude a un impact positif, ça a créé un peu un déclic, et on a commencé à avoir des discussions avec John et l'équipe sur quelles sont les autres options. Donc ça a poussé Xerox à regarder ce que sont les options, à regarder ce qu'est l'attractivité de la France, de l'Allemagne, de la Hollande, et donc cette idée qu'il y a d'autres possibilités en Europe. Alors, c'est positif. Aujourd'hui, on n'a pas, nous, d'impact majeur en UK, pour répondre à la première partie de votre question, parce qu'on n'a pas d'usine, on n'a pas de manufacturing en UK, notre supply chain n'est pas en Angleterre. Donc il y a très peu de douane, en fait, de conséquences, oui, voilà. Donc, sur les tarifs. Donc on n'a pas d'impact majeur, ce qui est différent pour d'autres business, bien sûr. Donc on est toujours en UK, c'est toujours la base, mais il y a plus de flexibilité. Le headquarter a regardé plus précisément l'attractivité d'autres régions en Europe. Qui veut répondre également sur le Brexit? Quelles conséquences dans vos activités? Sur les activités en France, j'en vois pas. En revanche, il y a eu beaucoup de conséquences sur nos activités en Angleterre. Racontez-nous un peu. C'est simplement lié au fait qu'il y a un footprint industriel qui était relativement important, et donc on s'y est préparé. Alors au départ, on s'y est préparé dans la hâte et dans la hantise que ça se passe avant qu'on soit prêt. Là-dessus, on a un peu plus de temps maintenant. On a eu le temps de voir venir, mais effectivement, et ça a impacté le Royaume-Uni lui-même, mais également l'ensemble des pays qui étaient destinataires des biens pour le futur. Donc ça a été un gros chantier. Maintenant, pour voir un impact en France sur le marché de ce qui se passe en Grande-Bretagne, il n'y a pas pour l'instant. Et votre intuition d'industriel, le Royaume-Uni va bien s'en tirer ou pas? Je ne pense pas, mais c'est mon intuition. D'accord. Élaboré? Je pense que c'est compliqué, c'est-à-dire que enfin, oui ou non, ça dépendra de quels sont les accords commerciaux qui sont négociés. C'est-à-dire que si on n'est pas dans un bras de fer entre le dumping fiscal et le libre-échangisme, ce qui quand même pointe son nez, et qu'on garde un libre-échange, oui. Là, je pense que ça pourra le faire. Si en revanche, on va dans un bras de fer avec dumping fiscal d'un côté et de l'autre côté, pas de libre-échange avec l'Europe, l'Angleterre va perdre infiniment d'attractivité. D'accord. Qui veut dire un mot, Henriette, sur le... Parce qu'il y a eu la question sur justement les produits pharmaceutiques, les médicaments, entre les... Yeah. So, I think, of course, it's always a pity when a country leaving EU because it's built on strong business environment. On the other hand, we know by fact, well, let's see what's happening because nobody of us can tell. Are we going to Brexit or when or how? But the fact is that we do see that some of the business is moving to France, and of course for pharmaceutical companies it makes a lot of disturbance in the organization that we have a country who actually Brexit or move out of the regulatory environment, etc. So by the end of the day, I think by Europe, it's a pity for sure, and for the business, and then you can look at France and see, okay, do we get any business opportunities? We already know that some of the headquarter companies are moving from UK or London to Paris or Frankfurt, depending on the kind of the business, and that's a fact which we need to figure it out. How are we doing this?
But for sure, for companies, international companies, it's a pity that we have this kind of environment. And yeah. C'est la politique. Karine, un mot, et puis un mot. Je pense que l'impact du Brexit va être énorme, énormément, dans le marché interne, dans le commerce, dans la croissance économique, mais aussi dans un sens géopolitique. Peut-être pas dans les 2-3 années à venir, mais dans 10 ans, dans 15 ans, les relations avec le UK, ça sera totalement différent et ça va impacter l'Europe profondément. Et en même temps, on voit que les relations avec les États-Unis, c'est en train de vraiment changer. Et la situation géopolitique à l'Est d'Europe, Russie, Ukraine, le Moyen-Orient, c'est instable, totalement instable. Donc j'espère que cette Brexit, avec tous les autres développements, tout ensemble, est une call to action, est peut-être un blessing in disguise pour l'Europe. Pour vraiment retrouver notre leadership en Europe et de l'Europe, et pour vraiment retrouver une manière de continuer ou de beaucoup plus coopérer dans l'Europe pour mettre en place une réponse à tous les grands challenges globaux, comme la sustainability, the people on the move, mais aussi la croissance, parce que la croissance et l'innovation en Europe, ils sont trop basses. Donc on doit le mettre ensemble, tous les pays ensemble, pour vraiment atteindre cette croissance qu'on a besoin pour payer notre éducation, notre système de santé. Merci. Eric, mot de conclusion. Sur le sujet Brexit, je voulais simplement ajouter un point, ça a été très bien dit par mon voisin, effectivement ça a permis de rabattre les cartes, en particulier vis-à-vis de cette préférence britannique qui s'exprimait de la part des groupes américains. Donc voilà, donc, du coup, en termes d'attractivité, en termes d'échanges commerciaux, le Brexit, c'est une mauvaise affaire pour tout le monde. Mais en termes d'attractivité pour la France, c'est une opportunité majeure. Et on le voit déjà sur un certain nombre d'activités réglementées, en particulier les activités financières, où il y a un rapatriement, on l'observe chez EY, d'un certain nombre d'activités de Londres vers Paris. Et sur un point technique qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'on a amélioré le régime des impatriés, le régime d'imposition des impatriés en France, et aujourd'hui le régime des impatriés français pour accueillir des personnels en provenance d'autres pays est probablement le plus attractif au monde. Donc ça, c'est un élément d'attractivité très fort. Mais pour faire le lien avec ce que nous disait ce matin Pascal, ce qui va être extrêmement crucial, je pense, en termes de transformation de cette attractivité vis-à-vis de Brexit, c'est justement l'étage du dessous et le formalisme et la réglementation purement déclarative, l'agilité de nos administrations dans la capacité à répondre aux besoins concrets des entreprises, notamment sur les entreprises pharmaceutiques, en termes d'obtention des délais de mise à disponibilité sur le marché. C'est un exemple, il y en a d'autres. Aujourd'hui, quand on regarde les éléments de compétitivité par rapport aux Pays-Bas, par rapport au Luxembourg, ou par rapport à même l'Allemagne dans une certaine mesure, sur Brexit, ce qui est notre principal frein, c'est en fait les barrières purement administratives. C'est ce manque de confiance qui existe aujourd'hui vis-à-vis de notre capacité à être agile en termes de gestion des besoins administratifs des entreprises. Et c'est là que la bataille va se jouer, et ça renvoie à ce que nous disait tout à l'heure ce matin. Merci beaucoup.